Bienvenue mesdames et messieurs à cette entrevue avec Jean-Jacques Mamba, porte-parole de MLC, Mouvement de Libération du Congo, de Jean-Pierre Bemba. Monsieur Mamba, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Alors notre entretien tourne autour du rapport d'audit du fichier électoral qu'a mené l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi un petit mot sur le dialogue politique qui devrait donc intervenir incessamment. Je présume que vous avez lu ce rapport de l'OIF. Écoutez, il y a plusieurs irrégularités qui ont été constatées. Non seulement il y avait des doublons, il y a aussi des personnes qui sont décédées, qui se retrouvent encore sur les listes. Nous sommes d'avis que dans un pays, pour qu'on parle d'émergence, il faut qu'il y ait le sens de responsabilité. Et je pense que la CENI, qui avait abattu ce travail-là, a une forme de responsabilité de laquelle elle doit répondre par rapport à ces irrégularités qui ont entaché les résultats de 2011. Parce que voyez-vous, ce fichier, c'est ce fichier-là qui a élu M. Tshisekedi, qui a élu le président de la République. C'est avec ce fichier-là que la CENI a travaillé. Mais bizarrement ou malheureusement, la plupart des irrégularités constatées concernent la partie est du pays. Et ça, c'est quand même grave parce qu'au fait, la majorité actuelle qui est constituée est de plus ou moins 300 députés, avec le départ du G7, a été constituée avec une prédominance des voix dans une partie où les fichiers étaient endommagés, où les fichiers étaient corrompus. Et là, la légitimité est érodée et peut être tout à fait contestable, non seulement de la constitution de cette majorité, mais aussi des résultats qui en sont sortis. Et donc, partant de là, il faudrait, à mon humble avis, en dehors du fait qu'on devrait corriger cet état de choses, je crois que c'est en voie d'être fait, mais il faut qu'on responsabilise parce que j'estime que c'était fait à dessein. Je ne pense pas qu'on peut glisser des erreurs allant jusqu'à 450 000 doublons. On a même vu à l'est du pays, dans des coins comme Malembankoul, où vous aviez 102%, 103%. Donc, comme à dire qu'il y a même des morts qui ont voté, il y a des personnes qui... C'est-à-dire, pendant 3-4 ans, il n'y a personne qui a disparu, il n'y a personne qui s'est déplacé. C'est tout à fait incongru. Donc, le chef de l'État lui-même, à cette époque-là, avait reconnu qu'il y avait des irrégularités. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas se limiter à nettoyer ce fichier, mais il faut responsabiliser. Donc, il faut qu'on questionne M. Ngoï Mulunda qui avait géré ce fichier, qu'on questionne le bureau de la... poursuite judiciaire, c'est ça? Mais est-ce que vous avez déjà vu un État qui progresse sans qu'il y ait des sanctions lorsqu'il y a des méfaits ou il y a commission d'actes répréhensibles? Vous avez déjà vu un État moderne qui peut évoluer lorsque la justice ne se saisit pas des dossiers, d'abord pour indemniser ceux qui sont victimes, mais aussi pour rendre justice à la République. Parce que lorsque vous sortez des résultats avec 1 million de personnes qui n'existent pas, vous imaginez, ça fait combien de députés? Prenez en termes de liste électorale. Lorsque vous avez 1 million de voix fictives, mais ça peut vous faire la moitié de l'Assemblée nationale. Cela veut dire qu'on peut à un certain moment dissoudre même cette Assemblée nationale. Parce que lorsqu'on voit la majorité actuelle, elle a été élue, premièrement majoritairement à l'Est, et le fichier de l'Est atteste bien qu'il y a plus ou moins 1 450 000 faux électeurs. Et ça peut constituer la moitié de l'Assemblée. Donc je veux dire que ce sont des questions qui doivent être posées et nous devons avoir le courage d'assumer les erreurs et naturellement faire des enquêtes pour vérifier pourquoi de telles erreurs peuvent avoir été insérées dans un fichier. Si c'était à dessein, effectivement, il faut que la justice en saisisse. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Donc fichier corrompu, fichier biaisé. Alors dans la lecture de ce rapport, on peut également lire ceci: l'absence de l'état civil, de recensement général de la population, notamment, ont une incidence directe sur l'exhaustivité et l'exactitude du fichier électoral. Que comprenez-vous? Mais c'est une affirmation qui est tout à fait véridique. Ce pays a besoin d'un recensement. Mais malheureusement, notre État défaillant, dans lequel on voit même un Premier ministre s'occuper des ordures, a été incapable, durant les 15 années que le chef de l'État fait au pouvoir, de faire le recensement de cette population. Oui, c'est une nécessité d'avoir un fichier national. Une carte d'électeur n'est pas un document d'identité. Il faut par exemple que nous sachions qui habite où, qui a quel âge. On doit identifier toutes les personnes et ça doit être un fichier informatisé dont on pouvait avoir comme base le fichier électoral pour voir dans quelle mesure on peut recenser toute la population et de manière permanente. Parce qu'au fait, vous ne pouvez pas avoir un ministère du Plan qui ne connaît pas exactement combien de citoyens sont sur le sol congolais pour engranger ainsi une planification stratégique de développement si vous n'avez pas des données réelles. Donc moi, je reconnais l'importance du recensement. Mais comme nous, en tant que parti de l'opposition, nous, le MLC, nous disons, étant donné que nous sommes en face d'une faillite de l'État, la seule solution pour nous, c'est qu'il y ait de l'alternance, qu'il y ait de nouvelles idées, qu'il y ait des nouvelles manières de penser, que tout soit recommencé. Donc je dis bien que c'est de la responsabilité du gouvernement, notamment du chef de l'État et de son équipe, de ne pas avoir organisé ce recensement, alors que finalement, un pays qui va sur la voie de l'émergence qualifié
dans les slogans assez incongrus de révolution de la modernité, devrait prendre à bras le corps cette problématique. Et vous allez bien remarquer que le gouvernement s'est saisi de cette problématique lorsqu'il voulait conditionner l'élection présidentielle par ce recensement. On nous a même dit que l'ONIP avait 460 millions, mais lorsque nous avions refusé cette option-là, l'ONIP a disparu. Je ne sais même pas où se trouve leur bureau, je ne sais même pas s'ils font leur travail. Donc c'est pour vous dire que quelque part, il ne faut pas que le chef de l'État ou l'autorité publique se cramponne sur ce que Madame a dit et ce qui est tout à fait véridique, parce que le temps ne s'y prête plus. C'est quelque chose qui pouvait être fait. Monsieur Kabila, le chef de l'État, est au pouvoir depuis 2001. Nous sommes aujourd'hui en 2015. Donc en 14 ans, si on n'a pas fait le recensement, ça ne va pas devenir beaucoup plus important maintenant que ça ne l'était par exemple en 2007 ou en 2008. Mais il ne faut pas oublier tous les péripéties par lesquelles le pays est passé. Il y a eu des guerres, il y a eu tout ce qu'il y a eu. On n'a pas. Oui, mais nous sommes arrivés à organiser nous sommes arrivés à organiser deux élections dans le même contexte, dans les mêmes péripéties. Donc qui dit organiser des élections et avoir délivré des cartes d'électeurs peuvent faire insinuer qu'il y avait aussi la possibilité de recenser la population. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment un obstacle majeur à faire ce travail, mais simplement que maintenant on veut utiliser cet outil pour nous dire, bon voilà, compte tenu du fait que nous avons des problèmes, pouvons-nous mettre la Constitution de côté, notamment l'article 220 qui veut que nous ayons des élections présidentielles pour résoudre ces questions-là. Je crois que c'est même l'objet du dialogue convoqué par le chef de l'État. Et nous disons, vous avez eu le temps nécessaire pour le faire, vous n'aviez pas manifesté non seulement la capacité, mais encore bien la volonté politique de le faire. La seule solution qui s'oppose à nous, qui s'impose à nous pour l'instant, c'est aller dans des élections dans les mêmes conditions que 2006 et 2011, mais avec des fichiers beaucoup plus crédibles. Quand je parle de conditions, je parle du fait qu'il n'y ait pas de recensement et que nous allions vers l'alternance et nous allons imposer au nouveau président de la République. Pour notre cas, nous espérons que c'est le président Jean-Pierre Bemba. Nous allons lui demander, avec son gouvernement, de faire un recensement, d'avoir un fichier national d'identification qui va aider non seulement le fisc, mais qui va aider aussi tous les investisseurs qui veulent venir ici pour faire des segmentations de marché avec des données qui sont crédibles et fiables, donc pour investir. Alors, vous êtes d'accord que les élections de 2011-2006 ont été entachées d'irrégularités, démontrées plus ou moins par le rapport de l'OIF. Faut-il aller dans les mêmes conditions aux élections de 2016 ? Non, il ne faut pas. C'est vraiment regrettable, raison pour laquelle nous avions des concertations nationales et nous avions soulevé toutes ces questions. Nous, MLC, nous sommes engagés dans ces concertations parce que le temps... En fait, déjà, il y avait une coalition pour le vrai dialogue. C'est depuis 2011 que nous demandions le dialogue. Le chef de l'État n'avait pas accédé à la demande. La bonne occasion s'est présentée en 2013 lors des concertations nationales. Nous avons décliné... Tout le monde n'y est pas allé? Oui, tout le monde n'y est pas allé, mais c'était une occasion propice pour parler de ces questions. Et nous en avons parlé. Il y a eu des résolutions, et vous le savez très bien, qui n'ont pas été suivies. Et je pense qu'en 2013, nous avions vraiment le temps, après les concertations nationales, de planifier toutes ces questions. Donc si ces questions n'ont pas été résolues, ce n'est pas parce que l'opposition ne s'est pas engagée, c'est simplement parce que le chef de l'État et son gouvernement ont pris l'option de ne pas appliquer ce qui a été convenu. Et ça nous amène encore dans un dialogue qui, finalement, maintenant, ne sera que des redites. Sans volonté réelle. Il a été convenu de la formation d'un gouvernement d'union, enfin de cohésion nationale. Ce gouvernement existe. Il a été convenu la libération d'un certain nombre de détenus. Ils ont été libérés. Et puis, bon, voilà. On ne pouvait pas... Non, il a été convenu plusieurs choses. Le gouvernement national n'était pas la seule... C'était pas... 700 recommandations. Voilà, sur 700, il y a un taux d'exécution de moins de 10%. Il y a plusieurs choses qui devaient être... Une centaine a été... oui. Non, le chef de l'État s'est même engagé devant les chambres à suivre scrupuleusement l'application des dites recommandations. Malheureusement, c'est souvent des discours. Le dialogue n'annule pas forcément les recommandations des concertations avec le chef de l'État, ça ne va pas au-delà des discours. Malheureusement, c'est souvent des slogans. Puisque les recommandations de la conférence nationale souveraine, enfin certaines, sont encore exécutées aujourd'hui. Écoutez, voilà. Pour que nous ayons... Il a été demandé au gouvernement, et cela depuis 2012. Et 2013, le gouvernement s'est réengagé à mettre des provisions de côté pour que nous ayons les élections. Aujourd'hui, nous n'avons pas eu les élections provinciales. Est-ce que pour que nous ayons les élections provinciales, il fallait qu'il y ait, ne serait-ce qu'on ait le calendrier ou, je veux dire, la liste définitive des candidats, est-ce qu'il fallait qu'il y ait un dialogue pour cela? Comment est-ce qu'on peut avoir engagé un processus où nous avons un calendrier global, que la CENI prétend avoir reçu 17% de ceux qui devaient lui être alloués, que nous avions des concertations dans lesquelles aussi le gouvernement s'est réengagé à financer la CENI pour que nous ayons un processus apaisé, que cela ne soit pas fait. On revient pour terminer d'abord le dossier fichier électoral. Les mêmes causes risquent de produire les effets, c'est-à-dire la contestation et peut-être mort d'homme si on va aux élections de 2016 avec le même fichier électoral. Vous êtes d'accord? Alors que faut-il pour que nous ayons un fichier potable, on va dire?
Vous dites que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Quelles sont les causes, quels sont les effets, Vous les avez épinglés ici. et qui sont responsables des causes? La Pour CENI, qu'il n'y ait pas ces causes-là, il faut que les personnes qui ont la responsabilité et d'organiser et de financer les élections et de sécuriser les élections prennent leurs responsabilités. Et je pense qu'il y a des textes pour cela. Nous ne devons pas discuter sur les textes qui existent. Lorsqu'il est reconnu au chef de l'État la responsabilité régalienne de faire régner la sécurité, de protéger tous les Congolais, on ne doit pas les dialoguer pour protéger tous les Congolais. Il me semble bien qu'en 2011... Nous parlons encore fichier électoral. Je vous parle de ça. Je veux pas que faire du fichier électoral actuel. J'aimerais, parce que vous aviez commencé par dire que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tout à fait. Donc on doit éradiquer les causes. Oui. Et pour éradiquer les causes, il faut que je veux dire la majorité ou le président de la République et son gouvernement prennent leurs responsabilités. Donc en ce moment-là, on va éradiquer les causes. Maintenant pour le fichier électoral, je parle d'une responsabilité qui va aider le fichier électoral. Si on donne des moyens nécessaires, ce fichier-là sera nettoyé. Si on donne des moyens nécessaires, dans un temps record, on peut enrôler le nouveau majeur. C'est une question de moyens. La technicité, la CENI, là, il paraît même que M. Nang est très technique. Donc je veux dire que par là, que si aujourd'hui le gouvernement s'engage à libérer les provisions nécessaires... Donc c'est un problème de moyens seulement. C'est une des causes. C'est une des causes, c'est-à-dire que le chef de l'État a convoqué, a parlé du dialogue, ça fait plus de 6 mois. Et le chef de l'État est en train de fonctionner comme si dans notre Constitution, il n'y a pas de délai butoir. C'est comme si la Constitution devait être bafouée. Après 6 mois, le dialogue n'est toujours pas convoqué. Bon, ça sera incessamment. Mais en combien de temps cette CENI est suspendue au dialogue, suspendue aux discussions politiques, bien qu'elle a plein pouvoir d'agir, par manque de moyens, jusque quand? Est-ce qu'en 2016, nous aurons des élections? Et ça, c'est vraiment obligatoire parce que la Constitution le demande. Mais apparemment, le chef de l'État n'a pas la même lecture des choses et nous le regrettons. Et c'est bien dit, apparemment. Alors, je vais vous lire la conclusion d'une analyse comparative menée par l'INELIT, Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, de Jérôme Bosso, que nous avons reçu sur ce plateau même dernièrement. Le rapport où... Enfin, l'analyse dit ceci, en conclusion, la mission d'audit de l'OIF du fichier électoral doit aider la classe politique congolaise, la CENI et les partenaires techniques et financiers à lever une option courageuse et réaliste pour la construction d'un fichier électoral inclusif, non corrompu, afin de produire des listes électorales fiables. C'est votre avis aussi? Oui, c'est notre avis, mais tout dépend du contenu, du sens que nous donnons au contenu de ce que vous venez de lire. Vous savez, lorsqu'on demande d'aider la classe politique, moi, je pense qu'il y a la possibilité de faire ce travail. Et très rapidement, d'ailleurs. Mais construire, on ne parle pas de réviser, mais construire, puisque le fichier non, il y a une base. Totalement corrompu. Non, pas totalement. Si on en arrive à parler d'1 million de décédés, ça veut dire qu'on peut les élaguer. S'il y a 450 000 doublons, ça veut dire qu'on peut élaguer ces 450 000 doublons. Mais encore faut-il que l'état civil puisse constater, c'est mort. Ce fichier doit être corrigé. Ce fichier doit être corrigé. Donc les premières corrections consisteraient à élaguer les morts et les doublons. Et il doit être complété. Il n'est pas question ici de refaire un fichier électoral. Il est question de le corriger parce qu'il y a déjà une base. Donc c'est corrompu, on dirait, à moitié. Non, l'OIF a travaillé sur une base. C'est-à-dire qu'il y a des données qui sont réelles. Moi-même, j'ai été enregistré, j'ai une carte d'électeur, donc il y a plusieurs qui sont enregistrés dans la ville de Kinshasa. Il y a des données qui sont réelles. Dès l'instant qu'on a décelé les anomalies, il faut écarter ces anomalies et compléter le fichier par ceux qui manquent, c'est-à-dire les personnes qui sont devenues majeures dans l'entretemps, ce qu'on appelle communément les nouveaux majeurs ou les anciens mineurs, selon le chef de l'État. Donc c'est un travail qui complète, c'est un travail qui vient en appui de ce qui a déjà été fait et ce qui sera corrigé. Et ce travail peut être fait si le chef de l'État s'engage à donner des moyens. Et on n'a pas besoin d'un dialogue pour cela, on a simplement besoin que chaque acteur, au niveau de responsabilité qu'il a, puisse s'engager pour faire fonctionner la machine. Donc, si je vous comprends bien, on fait avec ce fichier électoral, on le corrige, mais pour ce qui est, par exemple, des lacunes constatées par l'OIF, par exemple l'absence de l'état civil, mais également d'un recensement général, pour avoir une base, alors solide cette fois-là, qui puisse Ces missions-là seront dévolues au nouveau président de la République. Parce que on a laissé à M. Kabila 14 ans pour le faire. On devrait avoir un fichier national à l'heure actuelle. Dans ces conditions, vous pensez que le nouveau président sera bien élu? Mais bien sûr, parce que l'ancien président, apparemment, il a été élu. Il a même été validé par la Cour suprême. En 2006, c'était le cas. Ce que nous voulons dire, c'est que nous devons aller vers le moindre mal. Il ne faut pas que, au nom d'un nettoyage de fichiers électoraux, que nous passions des années
de labeur, où il y a eu des morts d'hommes, le sang a coulé pour une constitution que nous la bafouillons parce que soi-disant nous aimerions arranger les choses maintenant. Ce n'est pas le moment. Je le dis bien, je le répète, M. Kabila, le chef de l'État, a eu 14 ans pour le faire. Donc nous, la classe politique, nous disons, si en 14 ans il n'a pas fait un travail qui est tout à fait recommandable... Dans les 14 ans, vous devez absolument compter les quelques 2-3 ans, je dirais oui, 3 ans qu'il a eu à diriger avec votre c'est lui le chef de l'État. président. Il a été chef de l'État pendant 14 ans. Il s'était dépouillé d'un certain nombre de ses... Le chef des armées, prérogatives. Le chef de l'État, c'est-à-dire que, regardez, le chef de l'État vient de nommer les commissaires spéciaux. C'est lui qui nomme. Le chef de l'État fait des ordonnances. Ça fait 14 ans que nous n'avons qu'une seule signature d'abord, et c'est la première signature de ce pays. Donc ça, c'est une fonction régalienne, et c'est une responsabilité qui est la sienne. Dès ce moment-là, il pouvait donner l'impulsion. Vous savez, dans une organisation, lorsqu'il y a un problème, on regarde d'abord le chef. Donc le chef n'a pas donné cette impulsion. Et 14 ans après, alors qu'il finit son mandat l'année prochaine, mais il y a des institutions, priorité, nous sommes dans une démocratie où nous sommes en pleine démocratisation. Il y a des institutions, par exemple le Parlement, et vous y êtes depuis 2006. Hein. Est-ce que vous savez... Vous n'avez jamais influencé... Je n'ai pas envie de critiquer nos institutions, mais vous savez comment elles fonctionnent. Vous avez des députés, lorsqu'il y a un mot d'ordre qui est donné. Vous avez déjà vu un Parlement dont la majorité n'a jamais sanctionné un ministre, même pas pour des performances. Nous sommes le pays le plus pauvre du monde. Pendant 14 ans, vous n'avez même pas été en mesure de sanctionner ne serait-ce que le ministre du Plan ou le ministre de l'Économie parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et vous pensez que ça, c'est vraiment une majorité? Ça, c'est un Parlement? Un Parlement où les gens vont voter, ils doivent faire des photos de leur vote pour vraiment montrer qu'ils ont voté le oui ou le non? Des allégations. Donc, je veux simplement vous dire ici. Vous êtes seul à pouvoir... Dans les pays développés, on sanctionne une majorité, on sanctionne un ministre simplement parce qu'il n'y a pas de performance. Même s'il n'a pas volé, même s'il n'y a pas commis de délit, le simple fait qu'il n'y a pas de performance, lorsque le chef de l'État a dit que M. Matata, c'est bien beau les chiffres macroéconomiques, ainsi de suite, mais il n'y a rien du côté social, ben, le chef de l'État devait le limoger. C'est tout à fait simple parce qu'en ce moment-là, les gens ne voient plus... Ça voulait aussi dire qu'il y avait un travail, ma foi, un travail a été fait, un travail a été commencé, mais qu'il ne fallait pas s'arrêter là, il ne fallait pas se satisfaire de ce résultat-là. Je vais vous expliquer quel genre d'État. Reconnu par ailleurs par... Je vais vous expliquer quel genre d'État. L'extérieur. Le chef du gouvernement, le Premier ministre, son Excellence Matata Ponyo, va inaugurer un stade municipal. Hier, il s'occupait des poubelles. Nous ne sommes plus dans un pays, nous sommes dans un non-État. C'est-à-dire que l'État n'est pas organisé. Et lorsque nous sommes dans un non-État, nous voyons la tête, c'est le chef de l'État. Très bien. Il n'a pas choisi des bonnes équipes, il n'a pas travaillé avec des personnes compétentes, et malgré cela, il n'a pas pris le courage de s'en séparer, et c'est ça le problème. On parle dialogue maintenant. Tout le monde, à part peut-être la dynamique de l'opposition, semble être d'accord ou encourage les politiques congolais à aller au dialogue. On va citer l'ONU, la MONUSCO, on cite l'OIF, on cite l'Union européenne, l'Union africaine. Il y a tout le monde, des gens que vous sollicitez le plus souvent quand vous allez à l'extérieur du pays, sauf vous. Et pourtant, le dialogue doit être inclusif pour, ma foi... réussir, pour pas qu'on ait des concertations bis. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours aussi réticent? Bon, vous savez, d'abord, vous n'avez pas cité tout le monde. Il y a aussi l'Église catholique. Tout à fait. Il y a nos amis de l'UDPS aussi qui aimeraient bien aller au dialogue. Mais je pense que, laissez-moi vous le dire, et j'espère qu'on se reverra après ce dialogue, pour vous dire que ils n'ont pas tous la même lecture du dialogue. Je vous donne un exemple. Le plus grand parti d'opposition qui accepte d'y aller, le parti cher à M. Tshisekedi, veut aller au dialogue pour réclamer l'impérium. J'ai suivi avant-hier le porte-parole de l'UDPS qui dit qu'ils vont aller là-bas. C'est une question d'État entre M. Tshisekedi et Kabila. On a bipolarisé ce dialogue. C'est-à-dire que pour l'UDPS... C'est pour cela que vous n'y allez pas? Je vais vous aider. Dans l'entendement de l'UDPS, c'est cela. Mais nous n'y allons pas parce que nous doutons de la capacité du chef de l'État à accepter, à dialoguer, au fait, au-delà des questions qui ne concernent pas sa personne, c'est-à-dire des questions d'État. Et pourtant, les choses sont claires. On va parler processus électoral. Monsieur le Président de la République, ainsi que la majorité présidentielle... C'est ça qui a été dit. On va parler essentiellement ou uniquement processus électoral. Je vais avancer. Je doute de la capacité du chef de l'État de discuter pour des choses d'État qui ne concernent pas forcément sa personne. C'est-à-dire que là, ça ressemble à une discussion autour du sort du chef de l'État. Dans le sens où il ne veut pas... processus électoral comme... Au-delà du délai constitutionnel. Je vais vous le dire pourquoi. Le G7 a fait des remarques pertinentes.
si le chef de l'État avait la capacité de dialoguer ou l'envie de dialoguer, il aurait discuté avec le G7, on ne les aurait pas limogés. De quoi parlait-il? Le G7 qui était d'accord, qui était pour le dialogue, hein, avant d'être de passer de l'autre côté. Mais on a lu tous la lettre du G7. C'est le respect des délais constitutionnels. Si le chef de l'État avait envie de discuter sur ces questions-là, si vraiment ils partageaient leur point de vue, n'allait pas les limoger. On n'allait pas les chasser de la majorité présidentielle. Donc nous émettons des réserves parce que nous avons déjà été aux concertations nationales et nous avons bien vu que le taux d'exécution est très faible. Donc lorsqu'on va mettre comme par avant les questions électorales et pour constater par la suite qu'il y a l'impossibilité de les organiser dans le temps, on risque d'énerver la Constitution dans l'article 220 et nous ne voulons pas accompagner cette démarche parce que nous savons très bien que ce qui intéresse le chef de l'État en ce moment bien précis, c'est un glissement, simplement. Et nous ne sommes pas intéressés. Dans l'entretemps, un de poids lourd de la dynamique, Vital Kamerhe commence à infléchir un peu sa position. Merci Jean-Jacques Mamba. Je vous dis une extension sur ce qu'il a dit. Il a dit qu'il va aller au dialogue si le chef de l'État s'engage à respecter la Constitution, à ne pas se représenter. Chose que le chef de l'État n'a pas encore fait. Et c'est pas le chef de l'État de le faire. La Constitution règle ce problème. On n'aurait pas au dialogue si la Constitution règle tout. Merci Jean-Jacques Mamba d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette entrevue. Bonne suite de programme sur Télé 50.